Je réponds au nom de Bouini Roger, professeur de chimie au complexe scolaire La Sagesse. Je donne le cours de chimie en 6e biochimie. Alors, nous avons les notions de base, donc les notions de rappel. Dans ces notions de rappel, nous avons notre premier point qui est le chiffre significatif. Alors, on a donné quelques exemples ici. On voulait connaître dans ces exemples, nous avons combien de chiffres significatifs. Alors, c'est quoi d'abord un chiffre significatif? Un chiffre significatif, c'est tous les chiffres de ces nombres, sauf les zéros qui précèdent un nombre différent des zéros. Exemple ici, nous avons 1234. 1234, nous avons 4 chiffres significatifs. Quels sont ces 4 chiffres significatifs? Nous avons 1, 2, 3 et 4. Mais les 4 ici, qui est à la fin, est considéré un chiffre significatif, mais incertain. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une valeur de 12, 3, 9. C'est-à-dire que les 4 ici, c'est un chiffre qui est incertain parce qu'il peut venir ici d'un arrondissement, d'un nombre qui vous donne les 4 que vous avez là-bas. Alors, maintenant, pour le deuxième exemple ici, vous avez 1,100. Ici, vous avez combien de chiffres? Vous avez aussi 4 chiffres significatifs. C'est-à-dire, vous avez 1, et vous avez 0 et 0. Ici, le troisième exemple, vous avez 2 chiffres significatifs. Vous avez 1 et 1. Alors, ça c'est les exemples avec les chiffres significatifs. Je répète, je dis les chiffres significatifs, c'est tous les chiffres de ces nombres, sauf les zéros qui précèdent un nombre différent des zéros. Je peux ajouter un quatrième exemple. 0,00705. On vous demande de déterminer le nombre de chiffres significatifs ici. Ici maintenant, les zéros ici, qui sont avant 7 ici, ne sont pas considérés. Donc, dans cette valeur ici, nous avons seulement 3 chiffres significatifs. Donc, nous avons 7, nous avons 0 et les 5. Les zéros ici ne sont pas considérés. Alors, le deuxième point, c'est notion de mol et d'équivalent chimique. Alors, vous avez quelques exemples. Ici, une mole d'hydrogène renferme par exemple 6,02 multiplié par 10 exposant 23. On va me demander d'où vient cette valeur. Ça, c'est la valeur du nombre d'Avogadro. 6,02 multiplié par 10 exposant 23 atomes d'hydrogène. Une mole de HDSO4, c'est-à-dire acide sulfurique, renferme 6,02 multiplié par 10 exposant 23 molécules d'acide sulfurique. Ici, c'est la différence seulement que là, c'est un atome. Un atome, et ici, c'est une molécule. Donc, il faut préciser à la fin s'il s'agit d'un atome, s'il s'agit d'une molécule. S'il faut aussi parler d'un ion, il faut préciser à la fin. Mol renferme, par exemple, 6,02 multiplié par 10 exposant 23. Ion, vous donnez le nom de cet ion-là. Alors, le troisième point, c'est le calcul de la masse molaire. La masse molaire, on vous dit, c'est symbolisé par MM, masse molaire. Numériquement, la masse molaire, c'est quoi? Correspond à la masse moléculaire et à la masse atomique. C'est-à-dire, il faut faire maintenant la somme de la masse de tous ces atomes qui entrent pour constituer votre molécule. Exemple, vous avez une mole d'acide sulfurique. Ça, c'est une molécule. Si on vous demande de calculer la masse molaire, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez seulement chercher les masses atomiques de chaque atome qui constitue votre molécule. C'est-à-dire, dans le cadre de l'acide sulfurique ici, H2SO4. Donc, vous allez chercher, vous allez trouver hydrogène à masse 1,
comme il y a des atomes d'hydrogène, vous multipliez par 2. Vous additionnez parce que vous avez fini avec l'élément hydrogène. Vous prenez maintenant l'élément soufre. Soufre, c'est 32. Plus l'oxygène. La masse de l'oxygène, c'est combien? C'est 16. 16 multiplié par 4. Alors, ici, vous avez 32, plus 2, ça vous donne 34, plus 16 multiplié par 4, ça vous donne combien? 64, plus 32 ici, ça donne 96, plus le 2 ici, ça nous donne 98 grammes par mol. Ça, c'est pour montrer comment on a trouvé les 98 grammes là par mol. C'est-à-dire qu'il faut faire la somme des masses atomiques de ces atomes-là qui constituent la molécule. La molécule, c'est la molécule d'acide sulfurique. Comment retrouver la masse molaire? On fait la somme des masses de tous ces atomes qui constituent, des masses de tous ces atomes qui constituent la molécule. Donc, hydrogène, la masse est 1, connu dans les tableaux périodiques. Vous multipliez, comme il y a l'indice D, c'est-à-dire multiplié par 2. Vous passez soufre, c'est 32. Et oxygène, c'est 16. Comme il y a indice 4, vous devez multiplier par son indice. Donc 16 fois 4. L'ensemble, ça nous donne 98 grammes par mol. Alors, même avec l'hydroxyde de sodium, quand vous faites les calculs, sodium c'est 23. Oxygène, c'est combien? 16. Ça donne combien? 23 plus 16, ça nous donne 39. Hydrogène, c'est 1, ça nous donne combien? 40. Le 40 qui est là-bas. Alors, il y a maintenant un exercice qui est un composé organique. Ce composé organique, on nous demande de calculer aussi la masse moléculaire et trouver la réponse par rapport à ça. Alors, comment nous allons procéder? Parce que c'est un composé organique. Par rapport à ce composé organique, il faut chercher maintenant à connaître quels sont les atomes qui constituent ces composés. Il faut maintenant aller en détail. Pour ces cas-là, il faut développer les composés tels qu'ils se présentent. Ça sont des composés, je dis bien, organiques. Il faut ouvrir les composés pour connaître quels sont les constituants ou bien les éléments qui entrent dans la constitution de ces composés. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, je peux prendre le premier ici. Je prends le premier, c'est une structure qui est cyclique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire rapidement? Je vais faire, c'est-à-dire que chez nous, il y a la forme, on ne peut pas représenter ici, ça signifie que les enfants savent que ici, c'est déjà, nous avons, par rapport à ces deux structures, il faut en principe les développer. Donc, là, ça signifie qu'il y a un atome de carbone qui est là-bas. Vous descendez aussi, il y a un autre atome qui est là-bas. Vous allez là-bas, il y a un autre atome de carbone qui est là-bas. Vous descendez ici, vous allez retrouver un autre atome de carbone qui est là-bas. Vous venez ici, aussi il y a un autre atome de carbone, donc il y a un carbone là-bas. Là aussi il y a un carbone. Alors maintenant, par rapport à ces noyaux, ça signifie que ce sont les liaisons qui tournent. À ce moment-là, je peux représenter ça par des doubles liaisons. Donc, il y a une double liaison qui est là-bas. Une deuxième, c'est-à-dire avec alternance. Il y a la première double liaison là-bas. Nous allons alterner ici. Je mets la deuxième double liaison ici. Et nous alternons là-bas. Nous mettons la troisième double liaison ici. Donc, là, j'ai essayé un peu d'étaler la première structure. Maintenant, là, nous avons une liaison qui va vers l'élément que nous voyons là-bas, N et H. Alors, là aussi, je vais donner un peu les détails de la deuxième structure que nous avons là-bas. Donc, vous avez le carbone là-bas, qui est là-bas. Vous avez un autre carbone qui est là-bas. Ici, vous avez aussi un carbone qui est là-bas. Vous avez un autre carbone ici. Vous avez un autre carbone là-bas. Vous avez un carbone ici. Et la même chose. Avec les liaisons, c'est la même chose. Une double liaison qui est là-bas.
une deuxième double liaison là-bas et une troisième double liaison ici. Maintenant, ce n'est pas fini. Comme nous savons que le carbone est tétravalent, c'est-à-dire qu'il doit avoir 4 électrons. Il a 4 électrons célibataires. C'est-à-dire, avec ces 4 électrons célibataires, il forme 4 liaisons. Alors, en voyant seulement ça, nous allons comprendre si nous avons ces 4 liaisons sur chaque atome de carbone. Alors, maintenant, quand nous regardons le premier ici, nous comptons le nombre d'atomes, le nombre de liaisons de chaque atome de carbone. 1, 2, 3. C'est-à-dire, à côté, nous mettons un atome d'hydrogène. Pour faire combien? 4. Alors, ici aussi, vous avez déjà 2 liaisons, 3. Plus la liaison avec l'atome d'hydrogène, ça vous donne combien? 4. J'arrive ici, 1, 2, 3. Avec hydrogène, ça fera combien? 4. Ici, 2, 3. Avec hydrogène, ça fera combien? 4. Ici, vous avez 2 liaisons là-bas. Avec hydrogène, ça fera combien? 4. Alors, maintenant, là, vous avez déjà vos 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Partout, vous avez 4 liaisons parce que le carbone est tétravalent. Il a 4 électrons célibataires. Il doit avoir aussi 4 liaisons autour de lui. Donc, vous avez vos 4 liaisons par rapport à la première structure. Maintenant, nous passons à la deuxième structure. Par rapport à la deuxième structure, ici, le carbone a déjà ses 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Donc, vous ne pouvez plus ajouter un atome d'hydrogène. Donc, vous ajoutez là-bas un atome d'hydrogène pour faire 4, 2 liaisons, 3, plus la liaison avec l'atome d'hydrogène, ça vous donne combien? 4. Ici, vous avez 3, ça vous donne 4. Là, vous avez 3, plus hydrogène, 4. Ici, 3, 4. Là, vous avez déjà 2 ici, 1 là-bas, ça vous donne aussi 4. Donc, 4 liaisons, 4 liaisons. Alors, maintenant, quand je regarde de l'autre côté, je vois il y a un composé qu'on a donné là-bas. À partir de là, je mets le composé qui est là. Donc, SO3H. Maintenant, je représentais de manière détaillée les 2 structures qui étaient là-bas. Maintenant, il faut aller représenter ça sous forme de donner la formule bit de ces 2 structures ici. Alors, par rapport à la formule bit, FB, donc notre formule bit, c'est-à-dire, il faut faire la comptabilité de chaque atome. Donc, les atomes de carbone, les atomes d'hydrogène, tous les éléments que vous avez. Alors, nous avons d'abord les atomes de carbone. Le carbone est prioritaire. Quand vous représentez les composés organiques, il faut savoir que le carbone est toujours prioritaire. Raison pour laquelle nous avons simplifié en disant CON. C'est-à-dire que quand vous avez ces éléments dans une structure organique, il faut commencer toujours par l'élément carbone, hydrogène, oxygène, azote. Alors, maintenant, comme nous avons le composé, donc le carbone, on va faire la comptabilité de chaque atome de carbone. Dans le 2 structures, ça donne combien? Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au total, nous avons 12 atomes de carbone. Donc, C indice 12. Alors, après carbone, c'est hydrogène. Je prends 1, 2, 3, 4, 5. 5 hydrogènes. Je prends aussi ici 1, 2, 3, 4. Plus l'autre là, ça donne combien? 5. Plus l'autre ici, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens ici, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, H, son indice c'est 11. Après ça, je cherche les atomes d'oxygène. Les atomes d'oxygène, il n'y en a que 3 là-bas. O, indice 3. Après atome d'oxygène, le dernier élément qui intervient, c'est l'azote. Donc, azote et sel. Son indice est 1. Alors, maintenant, il faut passer par le calcul. Donc, faire maintenant la somme en multipliant de tous ces composés. C'est-à-dire, ici, il faut prendre dans les calculs, carbone est égal à 12, c'est-à-dire la masse aussi égale 12. 12 fois
12. Vous additionnez avec hydrogène. Hydrogène à masse 1. Vous multipliez par combien? Par 11. Plus oxygène, c'est 16. Multiplié par 3. Et azote, c'est combien? 14. Alors, ici, ça nous donnera 144. 144 plus 11 plus, là c'est 16 multiplié par 3, ça va nous donner 48. 48 plus 14. Donc, nous partons de la formule brute. Nous connaissons la masse de chaque atome. Nous multiplions par le nombre d'atomes. Si le carbone est pris 12 fois, c'est-à-dire vous prenez la masse de carbone de c'est 12, vous prenez 12 multiplié par 12, parce que le carbone est repris 12 fois par rapport à ces deux structures. Il faut faire la somme de tout ça. Alors, et vous trouverez que en principe, cette question, quand vous travaillez comme ça, à la fin, vous devez avoir 249 grammes par mol. 249 grammes par mol. Donc, ici, c'est 144. Là, c'est 11. Là, c'est 48. De l'autre côté, c'est 14. Alors, nous avons dit carbone, c'est 12. Hydrogène, c'est 11. Oxygène, c'est 3. Azote, c'est 1. Et il y a le soufre. Soufre. Maintenant, vous avez le carbone ici, c'est 12. Multiplié par sa masse 12 aussi. Vous avez oxygène, hydrogène d'abord 1. La masse, c'est 1 multiplié par le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 11. Multiplié par 11. Plus vous additionnez avec l'oxygène. La masse, c'est 16. Comme il y a 3, vous multipliez par 3. Plus azote. La masse, c'est 14. Plus le soufre. 32 de soufre. Le calcul, ici, il faut ajouter plus 32, ce qui nous donne la valeur que nous avons, 249 grammes par mol. 200 grammes par mol. Alors, ça c'est un composé qui est organique. Souvent, ce sont des questions qu'on pose. On vous donne un composé organique comme ça. Vous devez d'abord analyser tous les éléments qui entrent pour constituer votre composé. Et vous sortez votre formule brute. Et quand vous sortez la formule brute, le reste c'est facile. C'est chimie 3e. Ce sont des notions que vous maîtrisez bien. Alors, maintenant, nous avançons avec une autre notion. C'est la notion d'équivalent chimique ou équivalent gramme, ou encore masse équivalente. La masse, ici, j'ai dit notion d'équivalent chimique ou équivalent gramme, ou encore masse équivalente. L'équivalent gramme, par définition, est la quantité en grammes d'une substance capable de libérer ou de capter une mole d'électrons suivant la réaction chimique considérée. Alors, vous avez ici quelques exemples. Vous donne maintenant le symbole ici est. Ça signifie que ça représente l'équivalent gramme dont nous parlons là-bas. C'est donné par la lettre est. Et comment calculer cet équivalent gramme-là? L'équivalent gramme est donné par la formule que vous voyez, masse molaire sur X. Donc MM, c'est la masse molaire divisée par X. Alors, E qui signifie équivalent gramme, qui va s'exprimer en gramme par équivalent. Alors, vous avez un exemple ici. Calculez l'équivalent gramme contenu dans 2,64 grammes de l'acide sulfurique pur. Alors, comment procéder? On a dit, vous devez considérer la réaction. On a bien dit, l'équivalent gramme est la quantité en grammes d'une substance capable de libérer ou de capter une mole d'électrons suivant la réaction chimique considérée. Alors, quelle est la réaction chimique qui est considérée? Vous avez l'acide sulfurique. S'il faut ioniser l'acide sulfurique, nous ionisons l'acide sulfurique comme ceci. Vous avez
Le D qui est donné sous forme d'indice, quand vous ionisez, il devient votre coefficient. Raison pour laquelle je mets le D là-bas devant. Vous avez DH plus SO4 2-. Alors, ce qui signifie que cette molécule ici est électriquement neutre. Voyant seulement les charges, vous avez 2 plus, vous avez 2-. Alors, X, dans ce cas ici, le nombre d'électrons échangés, c'est combien? C'est D. Alors, pour calculer cet équivalent-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit qu'il faut prendre la masse molaire sur X. Or, la masse molaire, nous connaissons déjà calculer. La masse molaire de l'acide sulfurique, on a démontré là-bas comment calculer. On a trouvé que c'est 98. Donc, là, pour calculer, c'est simple parce qu'on cherchait les X qui étaient inconnus. Les X, c'est par rapport à la réaction. La réaction est là, de l'acide sulfurique qui réagit de cette manière. Quand nous ionisons, nous obtenons DH plus SO4 2-. X, dans ce cas, est égal à 2. Donc, la masse qu'on a donnée dans notre exercice, la masse, c'est 2,64 grammes. Alors, maintenant, comment calculer? L'équivalent gramme est égal à la masse molaire divisée par X. Ce qui donne quoi? La masse molaire, c'est connu, c'est combien? 98 divisé par combien? Par D. Ce qui nous donne 49 grammes par équivalent. Donc, il faut prendre la masse molaire divisée par X. Or, la masse molaire de l'acide qu'on nous a donné, c'est 98. Vous prenez 98 divisé par 2, ça nous donne 49 grammes par équi. Grammes par équi. Donc, l'unité de l'équivalent gramme, c'est grammes par équi. Alors, nous prenons la notion sur la quantité de matière, donnée par petit n, quantité de matière. C'est le nombre de moles correspondant à une masse donnée ou à un nombre donné de particules d'une substance. Alors, comment calculer le nombre de moles? Le nombre de moles est calculé par la masse sur la masse molaire. Là, nous avons dit l'équivalent gramme, c'était masse molaire sur X. Ici, le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Où N est égal, le petit n toujours, peut aussi être calculé en prenant grand N sur grand NA. Alors, qu'est-ce que signifie maintenant grand N et qu'est-ce que signifie grand NA? C'est là où nous avançons. Donc, vous allez voir que le grand N ici, c'est le nombre de particules. Le nombre de particules, ça peut être atomes, ça peut être molécules, tout ce que vous voulez. Mais ici, NA, nous avons déjà dit là-bas que ça représente le nombre d'Avogadro, dont la valeur c'est 6,02 multiplié par 10 exposant 23. Alors, N signifie quantité de matière en mol. N, c'est la masse de la substance en grammes. N, nombre de particules, ça peut être atome, ça peut être molécule, comme je venais de le dire, ion ou électron. Na, nombre d'Avogadro, dont la valeur est égale à 6,02 multiplié par 10 exposant 23. Alors, si vous avez un exercice, on vous donne un nombre de particules. Vous-même, vous connaissez déjà la valeur du nombre d'Avogadro. Vous calculez, vous trouvez la réponse. Alors, si, par exemple, on peut donner un petit exercice de calculer la quantité de matière. Calculer la quantité de matière contenue dans 0,49 grammes de H2SO4. Alors, comment procéder? La formule nous indique. Donc, vous avez ici une résolution. Donc, vous avez d'abord la masse qu'on a donnée là-bas. Masse 0,49 grammes. Vous avez la masse molaire de l'acide sulfurique, c'est 98 grammes par mol. Alors, petit n. Petit n, on a dit qu'il faut prendre la masse
sur la masse molaire. Donc, petit m serait égal, vous prenez la valeur de la masse 0,49 divisé par 98. Donc, petit n est égal à 0,005 mol. Nous continuons avec les notions de concentration. Continuons avec les notions de concentration. Nous avons fini avec ces petites notions de rappel. Donc, nous avons parlé de l'équivalent gramme de la masse molaire, de chiffres significatifs, quantité de matière. Maintenant, nous pouvons attaquer les notions de concentration. Nous parlons des notions de concentration. Alors, pour parler de ces notions de concentration, vous devez d'abord connaître c'est quoi une solution. Alors, nous disons une solution est une phase homogène qui est constituée par les solvants et le solité. Donc, une solution égale solité plus solvant. Alors, solité c'est quoi et solvant c'est quoi? Quand vous avez votre solution, comme on a dit, la solution est constituée de solité et solvant. Solité, c'est les substances que vous prenez en petite quantité et les solvants, c'est la substance prise en grande quantité. Exemple, vous voulez faire votre eau, une eau salée. Vous allez prendre un peu de sucre avec de l'eau. L'eau que vous allez prendre est considérée comme solvant et le sucre que vous avez pris en petite quantité est considéré comme votre solité. Donc, la concentration d'une solution est la quantité en grammes ou en mol ou encore en équivalent chimique dissoluté pure par unité de volume ou de masse de solution ou de solvant. C'est-à-dire, si vous voulez connaître votre concentration là de ce sucre, il faut prendre ça, soit en grammes, ça peut être calculé en grammes ou en mol ou en équivalent chimique, pour connaître la concentration de ce sucre qui est mis dans l'eau. Parce que vous avez la solution d'une eau sucrée ou bien une eau salée avec le sel. Donc, vous voulez connaître maintenant la quantité de votre sel dans la solution. Alors, il y a plusieurs expressions de la concentration. Les expressions de la concentration, il y en a beaucoup. Il y a d'abord la première expression de la concentration, c'est ce que nous appelons la concentration massique. Une concentration massique. Là, la concentration massique, c'est la masse en grammes dissoluté pure par 1 litre de solution. Par 1 litre de solution. Alors, comment calculer cette concentration massique? Comme je dis, il y a plusieurs expressions de la concentration. La première expression, nous pouvons commencer par la concentration. La concentration massique. Concentration massique. La concentration massique. Comment calculer cette concentration massique? D'abord, vous pouvez abréger par C cette concentration. Concentration massique, pour calculer la concentration massique, c'est très simple. Vous prenez concentration massique est égale masse de solidité sur votre volume de la solution. MS sur volume de la solution. J'abrège ça comme ça. Donc, vous prenez masse de solidité sur votre volume de solution. Soit, je mets N. Volume de solution. Alors, maintenant, si dans votre calcul, dans un exercice, on ne vous donne pas la valeur de MS, MS, qui est votre masse de solidité, vous pouvez faire ici la règle de 3 simples, c'est très facile. Donc, MS serait égal à C multiplié par votre volume de la solution. Je dis bien si on ne vous donne pas la masse de solidité. Comment trouver cette masse
de solidité, masse de solidité est égale à C, c'est-à-dire votre concentration, vous multipliez avec le volume de la solution. Là, c'est dans le cadre où le volume est donné en quoi? Le volume est donné en litres. Je précise bien. Avec ça, lorsque votre volume ici est donné en litres, vous utilisez cette formule lorsque le volume est donné en litres. Mais dans votre exercice, si le volume n'est pas donné en litres, c'est-à-dire on vous donne le volume en millilitres, vous utilisez une autre formule. Ça ne change pas du tout, mais c'est seulement que vous allez multiplier la masse de solidité par 1000. Donc, C serait égal masse de solidité multipliée par 1000 divisé par le volume de la solution. Votre volume de la solution. Là, c'est dans le cas où le volume est donné en millilitres. Alors, si c'est la même chose, quand on ne vous donne pas MS, c'est-à-dire c'est très simple. Si MS n'est pas donné, comment vous allez trouver? Ici, si MS devient votre inconnu, donc qu'est-ce que vous allez trouver? Comment sera la réponse? Donc, vous allez prendre C multiplié par quoi? C multiplié par quoi? Si MS est inconnu, comment vous allez faire? Donc, C multiplié par V divisé par 1000. Donc, C multiplié par volume de la solution divisé par les 1000. Voilà. Alors, si on vous demandait C, c'est quoi? C, c'est la concentration massique. Ça s'exprime en quoi? La concentration massique s'exprime en grammes par litre. Donc, la concentration massique s'exprime en grammes par litre. Donc, C, c'est la concentration massique. Concentration massique qui s'exprime concentration massique en grammes par litre. Alors, après la concentration massique, j'ai dit MS, c'est la masse dissoluté en grammes. MS, masse dissoluté en grammes. Masse dissoluté en grammes. Et ça, c'est le volume de la solution. Volume de la solution. Voilà. Vous avez tout ce qui désigne là-bas. Si je prends maintenant un exemple, on vous dit calculer. On vous dit calculer en grammes. On ne vous dit pas la concentration massique. On dit seulement calculer en grammes. C'est comme ça qu'on pose souvent. Calculer en grammes. Calculer en grammes par litre la concentration en grammes par litre, la concentration de solution, la concentration de solution contenant des points. Premièrement, vous avez 4,9 grammes de H2SO4 dans 100 millilitres de solution. Le deuxième, on vous dit de calculer toujours 0,5 grammes de NaOH dans 25 millilitres de
solution. Donc, on vous dit de calculer en grammes. Bien sûr, vous connaissez, c'est la concentration massique qui s'exprime en grammes par litre. La concentration de solution contenant, premièrement, 4,9 grammes de HDSO4 dans 100 ml de solution. Deuxièmement, 0,5 grammes de NaOH dans 25 ml de solution. Alors, comment vous allez calculer? C'est très simple parce que vous avez déjà avec vous des formules qui sont au tableau. C'est très simple pour calculer. Donc, quelles sont les données que vous avez dans chaque exercice? Donc, vous avez, d'abord, on nous dit simplement de calculer la concentration massique dont nous avons donné le symbole C. C égale, vous avez, on vous dit, si votre volume est donné en millilitres, vous prenez 4,9, vous multipliez par 1000, vous divisez par combien? Par 100. Alors, ça c'est pour le premier. Pour le deuxième, c'est aussi simple. Vous prenez C, qui est égal à 0,5. Comme les deux volumes sont donnés en millilitres, multiplié par 1000, divisé par 25. Alors, le premier, quand vous calculez, vous trouvez combien? 49 grammes par litre. Le deuxième, ça donne 20 grammes par litre. Voilà. C'est très simple. Ce n'est pas vraiment compliqué. Alors, le point suivant, c'est le pourcentage. Le point suivant, c'est le pourcentage. Ici, c'est comme une deuxième expression dans le cas des expressions de la concentration. Nous avons parlé de la concentration massique. Nous pouvons prendre le pourcentage. Alors, ici, il y a le pourcentage en masse et le pourcentage en volume. Mais on parle plus de pourcentage en masse. Pourcentage en masse ou degré de pureté. Pourcentage en masse ou degré de pureté. Donc, on peut mettre P ou... Pourcentage, je dis, c'est pourcentage en masse et en volume. Plus nous travaillons avec le pourcentage en masse. Alors, on peut symboliser par P ou le symbole que nous avons. Alors, pourcentage. C'est quoi le pourcentage? Le pourcentage en masse, c'est la masse. C'est la masse en grammes. C'est la masse en grammes dissoluté pure. Dissoluté pure dans 100 grammes de solution. Dans 100 grammes de solution. C'est la masse en grammes dissoluté pure dans 100 grammes de votre solution. Alors, comment calculer ce pourcentage? Alors, pour calculer ce pourcentage, c'est très simple. Pourcentage égal. Donc, pourcentage égal, vous allez prendre la masse de l'échantillon, ou bien masse de solité. Masse de solité, s'il vous plaît, divisé par
la masse de solution, quand je mets S barré signifie masse de solution, multiplié par 100. Alors, on peut aussi calculer le pourcentage. Pourcentage est égal masse de soluté divisé par masse de l'échantillon multiplié par 100. Donc, vous avez les deux différentes formules pour calculer le pourcentage. Donc, je dis, première formule pour calculer le pourcentage, il faut prendre la masse de soluté divisé par la masse de solution, vous multipliez par 100. Deuxièmement, masse de soluté sur la masse de l'échantillon, vous multipliez par 100. Alors, si on donne un exercice, on dit dans 5 grammes d'un échantillon, dans 5 grammes d'un échantillon de minerais, de cuivre, on trouve 0,255 grammes de cuivre pur. De cuivre pur. Calculer le pourcentage. Calculer le pourcentage en masse de cuivre dans cet échantillon. Dans cet échantillon. Voilà. On donne un exemple. On dit, dans 5 grammes d'un échantillon de minerais de cuivre, on trouve 0,255 grammes de cuivre pur. Calculez le pourcentage en masse de cuivre dans cet échantillon. Alors, c'est très simple. Donc, si nous avons par exemple comme données, vous avez dans les données, on donne d'abord la masse de l'échantillon. Masse de l'échantillon. La masse de l'échantillon est égale à combien? 5 grammes. On a donné encore la masse du cuivre. Masse du cuivre. Cuivre CI. Sa masse est 0,255 grammes. Alors, on nous demande de calculer quoi? Donc, notre inconnu, c'est le pourcentage de quoi? De cuivre. Alors, pour calculer ce pourcentage-là de cuivre, il faut prendre, vous avez les formules avec vous. Pourcentage de cuivre est égal à masse de votre cuivre, vous multipliez, vous divisez d'abord par 5 et vous multipliez par combien? Par 100. Donc, vous avez la formule est là. Vous prenez masse de l'échantillon de quoi? De ce cuivre-là sur la masse de votre solution, vous multipliez par 100. Donc, ici, nous allons prendre directement, on peut aller directement avec le calcul. Ça sera masse qu'on nous a donné 0,255 qui multiplie divisé par 5 qui multiplie par 100. Ça donne 5, donc le pourcentage de cuivre est de 5,1%. Alors, si les exercices, il y en a beaucoup, si on peut vous donner un deuxième exercice,
Les exercices, il y en a beaucoup. On peut continuer prochainement. On avance. Nous avons maintenant réaction d'oxydoréduction. Alors, par rapport à cette réaction, on vous donne un exercice. On dit chercher le coefficient de la réaction suivante. Quelle est cette réaction? La réaction, vous avez ça au tableau. Donc, vous avez KBr plus KMNO4 plus HDSO4, BR2 plus MnSO4, KDSO4 plus la molécule d'eau à la fin. Donc, vous avez le bromure de potassium, vous avez le permanganate de potassium, vous avez l'acide sulfurique, vous avez le brome, vous avez le sulfate de manganèse, vous avez le sulfate, le bichromate, sulfate de potassium. Et à la fin, vous avez la molécule d'eau. Maintenant, pour résoudre cette réaction, nous allons résoudre cette réaction par rapport à la méthode de demi-équation redox. Alors, pour aller vite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ioniser seulement les molécules que nous avons dans la réaction pour aller rapidement. Alors, donc, vous avez KBr. Alors, si nous arrivons à ioniser cette molécule-là, KBr, donc c'est-à-dire dissocier la molécule, nous aurons K plus Br. Or, K, c'est un élément de la première famille, donc il libère un électron, plus celui-ci, septième, il reçoit un électron. Voilà. Donc, ici, j'écris moins 1, là c'est plus 1, c'est-à-dire l'autre libère et l'autre doit capter. Donc là, la molécule est neutre à l'état fondamental. Alors, si je prends la deuxième molécule, K, c'est toujours plus 1, le Mn ici, que vous avez là-bas, Mn, ici c'est manganèse, c'est-à-dire plus MnO4-. Alors, ici, je passe à l'autre ici. S'il faut ioniser, le D, j'avais dit, vient comme coefficient qui est indice. H plus hydrogène, première famille qui libère toujours 1, plus SO4, 2-. Alors là, les charges aussi sont équilibrées parce que ici, vous avez 2, là, 2 plus, là, c'est 2-. Alors, je prends l'autre, donc, notre deuxième membre. Fini avec le premier membre, avec le deuxième membre. Vous avez Br qui va rester comme ça parce qu'il est seul, plus l'autre Mn, 2 plus manganèse, libère toujours 2, plus SO4, capte toujours 2 électrons, l'autre libère, l'autre capte. Alors, plus K2 et l'autre, le K2 là, qu'est-ce qu'il va faire? Le 2 qui est comme indice devient coefficient 2 plus SO4 2- plus la molécule d'eau. Là, vous avez ionisé. Première étape, vous ionisez. Quand vous ionisez comme ça, ça vous permet de connaître les éléments qui vont subir l'oxydation et la réduction. Alors, vous pouvez facilement les voir comme ça à l'œil nu. Quand je regarde ici, par exemple, le tout premier élément que nous avons, potassium 1, potassium 2. Quand je regarde aussi ici, potassium 2. Donc, ça tombe, il n'y a pas de problème. Je vois brome ici. Le brome ici, il va de -1. Je vois le brome ici. Ici, comme c'est à l'état fondamental, c'est le tâche d'oxydation de ce brome ici est égal à combien? 0. Donc là, déjà, il y a un problème. D'abord, c'est le brome. Alors, je continue, je vois Mn. Mn, là, c'est manganèse. Donc, mais maintenant, je considère ici l'ion ici, manganate ici, par rapport à l'ion manganèse qui est là-bas. Ici, il y a libération. Ici,
d'un électron qui a été libéré à l'avantage de D. Lui capte combien? D. C'est-à-dire il y a déjà un problème. Inutile de suivre, c'est-à-dire avec le D, déjà vous avez compris que le brome est parti de -1 à 0. Et il y a l'ion manganate qui part de -1 à l'ion manganèse D+. Donc là, vous retenez qu'il y a deux éléments. Il y a l'un qui subit l'oxydation et l'autre subit quoi? La réduction. Qui subit l'oxydation? C'est le brome subit l'oxydation et l'ion manganate ici subit quoi? La réduction. Donc, nous démontrons par des flèches, ça va de B à BR2. Alors, ici, nous avons dit que l'étage d'oxydation, c'est 0. Ici, l'étage d'oxydation de celui-ci, nous avons dit, le brome ici va de combien? De -1. De -1 à combien? À 0. Ici, j'ai dit c'est l'oxydation. Il a été oxydé. Alors, nous allons ici de Mn au 4 et Mn, c'est-à-dire ici, nous allons de combien? Ici, nous allons de +7 à 2+, ici. C'est-à-dire, il y a des simples calculs qu'on effectue, équation du second degré en mathématiques. C'est-à-dire, on sait que le potassium, c'est un élément de la première famille. Ici, c'est +1. Les manganèse qu'on a donné +7, c'est-à-dire, ça devient notre inconnu, c'est X. Il reste X. Après l'oxygène, l'étage d'oxydation de l'oxygène est déjà connu, c'est -2 dans le cadre d'une molécule. Alors, quand vous faites les calculs de +1 plus X plus -2 multiplié par 4, ça vous donne le +7 que vous voyez là-bas. Équation du premier degré. Alors, maintenant, quand je viens ici, je vois celui-ci qui va de -1 à 0. Alors, là, de +7 à +D. Là, j'ai dit, il y a l'oxydation. L'autre, c'est la réduction. Réduction. Il a été réduit. Vous voyez, quitte de +7 à +D. L'autre va de -1 à 0, l'oxydation. Là, c'est la réduction. Avec le 2. Alors, maintenant, quand vous avez ionisé, vous avez retrouvé les éléments qui ont subi l'oxydation et la réduction, vous devez les représenter sous forme d'une demi-équation redox. Alors, comment se présente cette demi-équation redox? Je prends le premier élément, BR. BR-. Alors, je mets maintenant une flèche par rapport à BR2. Alors, maintenant, vous avez BR moins. Ici, je mets moins le nombre d'électrons. J'écris comme ça, électrons. Là, c'est le nombre d'électrons. Alors, et là, vous avez le B qui est au deuxième membre. Ça, c'est le premier membre. Là, c'est le deuxième membre. Je laisse comme ça. Nous passons. Maintenant, nous arrivons avec le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est Mn. Au 4 moins, je mets là-bas plus. Je mets la flèche, je mets Mn, 2 plus la molécule d'eau. Ah, on va me demander la molécule d'eau. Il faut savoir que c'est une réaction qui se passe en milieu acide parce que nous avons la présence de l'acide. Alors, quand nous avons une réaction qui se passe en milieu acide, qu'est-ce qu'on fait? Pour équilibrer ça, au deuxième membre, nous mettons toujours la molécule d'eau. Au premier membre, nous mettons le proton. Proton H+. C'est ce que nous faisons. Alors, maintenant, comment arriver à équilibrer ça? Avant d'aller très loin, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez le brome ici. C'est le brome qui est là-bas. Et j'ai mis là-bas moins le nombre d'électrons que vous avez là-bas. Ici, vous avez
2 bromes. C'est-à-dire, les bromes qui va de moins 1, ici on suppose que, c'est pas on suppose, mais c'est comme ça parce qu'ici nous partons d'un brome et là nous avons combien de 2 bromes. Nous avons dit pas de moins 1 à combien? À 0. C'est-à-dire qu'il y a combien d'électrons ici? On doit mettre ici combien d'électrons qui ont été perdus par le brome. Il y a 2 électrons. 2 électrons. Il y a 2 électrons. Et ici, nous mettons 2 aussi. C'est-à-dire 2 bromes ici vont libérer 2 électrons. Parce que, pourquoi nous mettons 2? Nous mettons 2 parce que ici, nous avons la présence de 2 bromes qui donnent 0. Alors, avec même chose, avec le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le cas de notre ion manganate. Qu'est-ce que nous faisons avec cet ion? Ici, comme on a dit, il faut mettre le proton. Là, il faut mettre la molécule d'eau. Alors, maintenant, pour connaître le nombre de protons que vous devez mettre ici, il faut maintenant connaître le nombre d'atomes d'oxygène. Alors, au deuxième membre, on doit ajouter les atomes d'oxygène. Quand nous regardons au premier membre que nous avons ici, nous avons combien d'atomes d'oxygène? Nous avons 4 atomes d'oxygène. Mais quand nous regardons dans notre second membre là-bas, nous avons combien d'atomes d'oxygène? Un seul atome d'oxygène. Cela est clair que nous devons mettre combien? Nous devons mettre 4 atomes d'oxygène aussi au deuxième membre. À ce moment-là, seulement les atomes d'oxygène, nous voyons que c'est équilibré. Parce qu'au premier membre, nous avons 4 atomes d'oxygène et au second membre, nous avons aussi 4 atomes d'oxygène. C'est équilibré. Maintenant, nous regardons un élément hydrogène. Hydrogène, nous avons dit que dans une réaction dont nous avons la présence d'un acide, au premier membre, nous mettons le proton, H+, et au second membre, nous mettons la molécule d'eau. Alors, voyant le nombre d'atomes d'hydrogène que nous avons au deuxième membre, c'est ce qui détermine aussi le nombre de protons qu'on doit mettre au premier membre. Donc, au premier membre, on mettra combien de protons? Voyant seulement le nombre d'atomes que nous avons au deuxième membre là-bas. Combien on mettra au premier membre? Pardon? Combien de protons on mettra au premier membre? Sur base des atomes d'hydrogène. C'est-à-dire les atomes d'hydrogène que nous avons au deuxième membre, c'est combien? C'est 8. C'est-à-dire les 2 qui est coefficient multiplie son indice. C'est-à-dire nous aurons combien? 8H+. C'est ça le nombre de protons. Parce que là-bas, nous avons 8 atomes d'hydrogène. On doit avoir aussi 8 H au premier membre pour que ça soit équilibré. Maintenant, le nombre d'électrons que nous allons mettre ici, le nombre d'électrons, nous sommes partis de combien? De plus 7 à combien? À plus D. Il y a eu réduction de combien d'électrons? De plus 7 à plus D. Réduction de combien d'électrons? Plus 5 électrons. Plus 5 électrons. Maintenant, vous avez le nombre d'électrons là-bas. Et vous avez aussi le nombre d'électrons au deuxième membre. On fait le chiasme. C'est-à-dire, le nombre d'électrons ici, du premier membre, vous donnez à la deuxième réaction. Le nombre d'électrons ici va à la première réaction. C'est très simple. Alors, cela signifie quoi? Que ici, vous devez multiplier par combien? Par 5. Et ici, vous devez multiplier par combien? Par 2. Et là, vous faites le calcul. Vous aurez combien? Quand vous calculez, vous aurez ici, vous multipliez, vous aurez 10 BR moins combien? 10 électrons. Multipliez là-bas, non? Jusqu'à la fin. Et vous prenez aussi là-bas. Quand nous multiplions là-bas, ça va donner quoi? Parce que tout ça, c'est le premier membre. Vous allez comme ça jusque là. Vous prenez ça aussi jusque là. Vous rentrez là-bas, ainsi de suite. Premier membre. Donc, vous avez 10 bromes, c'est-à-dire nous multiplions là-bas. Et nous multiplions aussi là-bas. Après, vous passez maintenant de l'autre côté. Au deuxième membre, ça donne 5 BR2. Deuxième membre, nous aurons, quand nous multiplions 2Mn au 4 moins plus 10 électrons. 10 électrons, oui.
plus 16H plus. Donc, nous passons au deuxième membre. DMN. 2 plus 8H2O. Voilà. Là, maintenant, vous pouvez facilement calculer aussi. Alors, simplifier ce qui peut se simplifier. Exemple, le nombre d'électrons. Là, ça peut partir. Les 10 électrons partent. Nous resterons avec quoi? Nous resterons avec 10 BR plus D. Donc, nous terminons d'abord ici. Hein. DMN au 4 moins plus 16H plus. Nous passons au deuxième membre. 5 BR 2 plus DMN. D plus 8 molécules d'eau. 8 molécules d'eau. Alors, maintenant, quand vous arrivez à ce niveau, vous devez équilibrer les charges. Voir si les charges sont équilibrées. Alors, comment voir si les charges sont équilibrées? Ici, c'est 10 BR-. Il faut maintenant voir. Ici, vous avez 10 BR-, donc 10-, ça va? Plus ici, vous avez, ça vous donne, en multipliant là-bas, ça donnera combien? 12-, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous avez 2 multiplié par la charge là-bas. Donc 2- plus les 10- qui sont ici, 10 fois la charge qui est là-bas, 2 fois la charge là-bas, ça donne 12-. Avec le 16 là, nous resterons avec combien? 4 plus. Donc plus 4 au niveau de la charge au premier membre. C'est-à-dire vous aurez plus 4. Ça c'est la charge au premier membre. Vérifions. Au deuxième membre, là où il y a la charge, c'est seulement ici. Le reste, il n'y a pas de charge. Donc, vous multipliez le coefficient qui est là-bas par la charge. Donc, vous aurez aussi plus 4. Les charges sont équilibrées. Il faut vérifier si les charges sont équilibrées. J'ai dit ici, c'est 10 BR-. C'est-à-dire, ici, le nombre de charges, c'est 10-. Plus le 2-. Quand vous prenez le D qui est coefficient multiplié par la charge qui est là-bas, ça vous donne 2-. Plus le 10- ici, ça donne 12-. Plus les 16 plus ici, vous resterez avec plus 4. Et là-bas, vous avez seulement le 2 coefficient multiplié par le nombre de charges. Donc, ce qui donne 4 plus. Au niveau des charges, c'est déjà équilibré. Maintenant, le dernier point qui reste, c'est prendre ce que vous avez mis ici, insérer dans notre équation moléculaire qui est là-bas. Donc, comme vous avez équilibré, insérez là-bas et vous vérifiez. Et là, ça sera la dernière étape. Prendre ça, insérer dans l'équation moléculaire. L'équation moléculaire, c'est laquelle? C'est la première équation. Alors, insérons ça rapidement. Alors, on insère, nous avons 10 par rapport à l'équation moléculaire. 10 KBr. Nous continuons. Plus, nous insérons les valeurs que nous avons retrouvées là-bas sur Mn. On a trouvé 2, non? Il faut mettre 2. Vous regardez votre équation là-bas. Kmenon 4. Vous avancez. Après ça, qu'est-ce que vous avez retrouvé? On dit là-bas, c'est 16H+. Or, là-bas, vous avez quel composé? Acide sulfurique. Donc, je mets d'abord l'acide sulfurique, plus, on a dit 16. Je n'écris pas 16, j'écris comme ça, H2SO4. Alors, je mets ici 8. Je mets 8 parce qu'on a dit combien d'atomes d'hydrogène? 16H+. Raison pour laquelle je mets ici 8. Quand je multiplie, je rentre dans les 16 qui est là-bas. Parce que si je mets 16, ça sera une erreur. Donc, on réduit ici parce qu'on sait que quand on multiplie, 8 fois 2, ça nous donne toujours 16. Nous rentrons avec 16, toujours H+. Alors, nous passons au deuxième membre. Au deuxième membre, on a dit, devant B, qu'est-ce qu'il faut mettre? 5 BR 2. Après, plus DMN SO4
Mn SO4, quoi encore? Plus 6 K2SO4 plus la molécule d'eau. Alors, on va vérifier si cette réaction est équilibrée. On doit vérifier si la réaction est équilibrée, c'est-à-dire, vous comptez le nombre des atomes à droite, tout comme à gauche. Au premier membre ou au deuxième membre, ça doit être exact. Nous allons avec le premier, c'est le potassium. Il y a le potassium, ici il y a 10 potassium. Je viens plus le 2 ici, ça me donne combien? 12. 12 potassium au premier membre. Alors, comme c'est 12, je dis potassium c'est déjà OK parce que je prends 10. Plus 2 ici, ça me donne combien? 12. Il y a 2 ici qui multiplie 4, ça donne 2. Plus les 10 là-bas, ça donne 12. Alors ici aussi, quand je multiplie là-bas, ça me donne 12. Pour potassium, il n'y a pas de problème, c'est équilibré. On passe à un autre élément, c'est BR. BR, je regarde le premier membre. Le BR, ici c'est 10. 10 BR, je regarde le premier membre. Est-ce qu'il y a encore 10 BR? Non. Je regarde ici, je multiplie là-bas. Le coefficient est multiplié toujours par son indice. Donc 5 multiplié par 2, ça donne 10. Nous avons aussi 10 BR. Donc les BR et les K, les deux sont équilibrés. Nous passons. Nous prenons maintenant Mn. Mn, c'est-à-dire manganèse. Premier membre. Le Mn ici, c'est 2. 2 manganèse. Premier membre. Deuxième membre aussi, 2 manganèse. Alors, on passe. Oxygène. Oxygène, ici, c'est 4 fois le 2 qui est devant, ça donne 8. 8. Plus, je passe ici. Le 8 multiplié par les 4 qui sont là-bas. Donc, 8 fois 4. Ça donne combien? 8 fois 4, ça donne 32. 32 plus 8, ça donne 40. Donc, au premier membre, nous avons combien d'oxygène? 40. On doit chercher aussi au deuxième membre si nous avons 40 oxygène. Alors, ici, vous avez combien? 8, n'est-ce pas? Fois 2, ça donne 2 fois 4, ça donne 8, non? Alors, ici, vous avez 6 multiplié par 4. Ça donne combien? 24, non? 24 plus 8, ça donne combien? 30? 32, hein? Alors, oui, 32. Ça doit aller comme ça, 32. 32 plus la molécule d'eau. 32 plus la molécule d'eau que nous avons mis ici. Il faut mettre 8 devant. Ça donne 40, 40. Ça doit donner 40, 40. Je reprends le calcul avec l'oxygène au deuxième membre. Ici, j'ai dit 8. Ici, ça donne combien? 32. Hein? Ici, c'est 8, non? Ici, ça donne 24, non? 24 plus le 8, ça donne 32. 32 plus le 8, ici, ça donne 40. C'est équilibré les oxygènes. Quel autre élément qui est resté? Après oxygène. Hein? Hydrogène. Ici, il y a 16. Ça va? 16 hydrogène. Et là aussi, il y a 16. Quel autre élément qui reste? Soufre. Soufre, ici, c'est 8. Premier membre. On va aller chercher au deuxième membre. Soufre. Ici, c'est 2 plus 6 ici. Hein? Ça donne aussi 8. Quel élément qui est resté encore? Je pense qu'on a fini. Alors là, vous sortez les coefficients qu'on vous a demandé. Ici, les coefficients, c'est 10. Là, les coefficients, c'est 2. Là, les coefficients, c'est 8. Vous pouvez passer par 2 barres. Les coefficients, là, c'est 5. Là, c'est 2. Et là, c'est 6. Et enfin, les coefficients, c'est 8. Donc, c'est comme ça qu'on demande. Donc, maintenant, on peut vous donner plusieurs assertions pour chercher la bonne réponse. Voilà. Donc, si vous arrivez à ce niveau ici, on vous a dit de rechercher les coefficients. Les coefficients en question, voici les coefficients. Là, vous avez trouvé votre dernière réponse.